Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur CMake, qui est la place des gestionnaires de paquets. En fait, comment partir d'un projet CMake et le rendre plus adapté à des gestionnaires de paquets qui existent en C++. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, mon nom c'est Guillaume Rasco. Je travaille moi aussi chez Druid Informatique. Plus précisément, je suis sur Antidote Web. Sinon, chez nous, je suis auteur et contributeur de quelques petites librairies C++. Puis, je travaille aussi sur un engin de jeu maison et j'ai fait Subgin PKG, qui est une preuve de concept de gestionnaire de paquets en C++. Donc, la présentation va se dérouler comme ça. Je vais commencer avec expliquer c'est quoi CMake et pourquoi on l'utilise. Ensuite, je vais parler un peu de CMake moderne en survol, surtout les parties qui m'intéressent le plus pour la gestion de paquets de dépendance. Et ça va mener vers comment utiliser des dépendances externes en CMake pour ensuite se diriger vers les package managers. Puis je vais terminer avec une démo de la preuve de concept puis montrer quelques outils que je me suis servi pour faire cette preuve de concept-là. Donc, c'est quoi CMake? Contrairement à ce qu'on pourrait le croire, ce n'est pas un build system, mais c'est un méta-build system. C'est comme un programme qui va générer les fichiers pour un build system cible. Ça peut être, comme ceux qui sont écrits là, ça peut être un Makefile, un projet Visual Studio, si vous utilisez Visual Studio 2015 et plus vieux, des fichiers Ninja, qui est mon build system préféré, et aussi Xcode et d'autres. CMake est devenu assez populaire récemment. Comme ça, c'est une statistique qui a été ramassée par JetBrains sur leur petit formulaire. Puis, juste avec ce qu'ils ont ramassé, CMake a dépassé les projets Visual Studio dans leur code. Donc, c'est ça, en gros, CMake devient assez populaire et c'est la chose la plus proche qu'on a d'un build system standardisé, ce qui n'est jamais arrivé encore dans l'écosystème du C++. En plus de générer des projets pour des IDE, il y a aussi des IDE qui le supportent directement, des éditeurs de texte aussi. Donc, si vous utilisez Visual Studio 2017, on peut ouvrir un dossier qui contient un fichier CMake, puis il va être capable de le charger tout seul sans avoir besoin de passer par la génération du projet solution. Puis, il y en a d'autres comme CLion, QCreator, puis même des éditeurs, comme là, par exemple, j'ai mis VS Code parce que des éditeurs, des extensions le supportent très bien aussi. Et donc, je vais passer à CMake moderne en survol. Je vais expliquer un peu les parties que je trouve qui sont importantes quand on fait un nouveau projet en CMake. C'est que la configuration de projet est basée sur les targets ou les cibles. Puis c'est quoi ça? Une cible, c'est on peut voir ça comme quelque chose de final dans un projet, comme une librairie ou un exécutable, ou même des fois sur Windows, c'est le même, mais c'est un DLL loadé au runtime comme un plugin, par exemple. Puis tout ça, c'est ça, c'est une cible finale de compilation, si on veut. Et comment cette cible de compilation-là est compilée? Bien, c'est avec des propriétés qu'on y assigne. Par exemple, une liste de include directories, ça fait partie des propriétés d'une cible. Aussi, vers quelle librairie qui est liée, ça fait partie de ça aussi. Et parlant de liens, les liens entre les cibles
vont modifier les propriétés pour que le lien soit possible. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, exemple, qu'on dit mon exécutable se lie à la librairie gtest. Cette représentation de lien-là va changer les propriétés de mon exécutable pour que je puisse utiliser la librairie gtest comme normalement. Donc, ouais. Comment qu'on fait des cibles? Ben, c'est pas trop compliqué. N'importe qui a utilisé CMake va comprendre cette partie-là. Dans le fond, on appelle par exemple add executable ou add library avec le nom de la cible, comme target 1, target 2, puis on dit quels fichiers qui font partie de cette compilation-là. On a aussi add library avec une option pour librairie statique ou shared. Comme shared, ce serait un DLL par exemple. Puis on a aussi des librairies interfaces, que je vais en parler tantôt, mais c'est une librairie qui est purement logique. Il n'y a pas de CPP parce qu'il n'est pas compilé. C'est juste comme une liste de prérequis pour pouvoir l'utiliser. C'est utile pour faire des liens entre elle et d'autres cibles et des choses dans le genre. Et on a aussi des types de cibles un peu plus exotiques, comme les cibles object, que c'est pas quelque chose qui devient une librairie, mais quelque chose qu'une librairie devrait se lier pour gagner les CPP qu'on y met dedans. Librairie module, ça c'est quand on fait des plugins. Je vais passer aux autres. Custom target, ça c'est souvent ce qu'on va prendre pour des générateurs ou même compiler des assets dans certains cas. Puis enfin, on a aussi les librairies alias, que ça c'est vraiment comme on fait un alias d'une cible à une autre. Oui? Vous pouvez poser des questions pendant, il n'y a pas de problème. Oui. Et je sais que comme dans le streaming moderne, je veux dire, il y a comme des débats là-dessus, comme quoi si on devrait mettre le statique ou share là, ben si on devrait pas le mettre, laisser décider plus tard. As-tu un avis là-dessus? Oui, ben dans le fond, quand on le met pas, c'est si ça ne te dérange pas si en bout de ligne, si c'est une librairie statique ou dynamique. Tu laisses le choix à celui qui compile puis qui l'installe. Si tu en mets un, c'est que ton projet, tu es obligé que ça soit une librairie statique ou tu es obligé que ça soit une librairie dynamique pour que ça fonctionne. Alors, donc là tu as intérêt à le mettre. Mais si ça ne dérange pas, bon, ben, tant qu'à être, on peut donner le choix. Ouais. Transparent prochain. Oui. Modules et ABA sont exactement dans la même description. Ah, ben c'est une erreur de copier-coller. Bien vu. J'avais pas ça avant, me semble. Bon, ben, Ah, OK. C'est celle-là qui est pas bonne. Dans le fond, oubliez la description qui est là. La dernière, c'est vraiment juste un alias vers une cible. Comme par exemple, je pourrais avoir un exécutable qui s'appelle main1, puis je peux faire un alias vers cet exécutable-là, que ce serait main2. Puis il n'y aurait pas une deuxième exécutable. Ça serait vraiment un deuxième nom dans le CMake pour pouvoir l'utiliser. Oui, puis j'avais parlé tout à l'heure qu'on pouvait faire des liens entre des cibles pour pouvoir affecter les propriétés pour qu'on puisse les utiliser. Donc, je vais parler de ça. Comment qu'on fait des liens? Bien, vous montrer un petit exemple d'un projet qui serait fait en CMake. Comme on a deux parties au projet, on a la partie exécutable et la partie librairie, que c'est la partie Allo. On a un CMake qui est parent aux deux répertoires, puis un CMake par répertoire aussi. Dans mon cas, je veux que Allo soit une librairie et que exécutable exec soit un exécutable qui utilise la librairie.
On pourrait imaginer, par exemple, ah oui, ça c'est le CMake parent qui ajoute les deux sous-répertoires. Puis on pourrait imaginer la librairie Allo, que ce soit une petite librairie simple qui fait juste retourner un string pour dire Allo CMake. Et notre main qui inclut Allo, on ne le voit pas très bien, mais ici un include allo.h, qui utilise la fonction Allo message. Mais ça, comment qu'on fait pour trouver allo.h? Comme on a notre main ici, puis dans une autre partie du projet, dans un autre dossier, se trouve notre allo.h. Puis pourtant, on l'utilise directement dans notre main. Pour pouvoir l'utiliser directement, ben, ça se fait avec un include directory. On ajoute notre répertoire où est-ce que les includes vont être basés dessus. Mais ce include directory-là, c'est un prérequis pour utiliser Allo. Donc, c'est un lien entre Allo et l'exécutable. Et on avait l'ancienne méthode que c'est basé sur les répertoires. On assigne des propriétés à des répertoires et ses sous-répertoires. Et je ne vous conseille pas ça, parce que vous allez voir assez bientôt pourquoi. Comme pour compiler Allo, on a dit il faut l'include directory qui est dans le dossier include. Et après ça, pour l'exécutable, on ajoute notre exécutable, mais en plus de faire un lien vers Allo, il faut répéter le prérequis. Il faut lui dire « Ah oui, aussi, en plus de te lier à la librairie, ajoute le include directory qui est ailleurs. » Et en fait, ça grandit assez vite. Dès que tu as de plus en plus de librairies, à mesure qu'il faut que tu répètes ces prérequis-là. Puis là, pour ne pas les répéter, on commence à faire des variables. Puis là, les variables, souvent, ben là, tu vas avoir des fonctions qui les génèrent. Puis là, ça ne devient pas très beau assez vite. Donc, à la place, en CMake moderne, on utilise les cibles pour représenter nos prérequis. Comme Allo va assigner à la fois un include directory pour elle-même, qui est dénoté par le private, mais va aussi ajouter un include directory pour ceux qui l'utilisent, qui est dans interface. Oui? Comment ça, dans exec CMake list, il y a accès à Allo? En fait, il n'y a pas besoin de gagner accès. C'est quand le build se finit, si Allo dénote une cible, il va faire le lien et va assigner les propriétés. C'est parce que tu supposes qu'il y a un autre CMakeList.txt qui désigne des subdirectories allo et exec. Oui, c'est dans la slide précédente ici. On ajoute nos deux sous-répertoires. Parce qu'il y a un CMake list qui les englobe. Exactement, c'est notre CMake list en haut qui ajoute les deux sous-répertoires, un à la suite de l'autre. Oui? L'ordre va être assez right. Allo faut définir dans la slide précédente. En fond, le CMake list global, il faut que tu ajoutes le directory Allo, ensuite exec, Allo est défini right. Pas nécessairement, non. Non, tu peux linker quelque chose qui n'existe pas. Oui, parce que il va changer les propriétés à la fin de la génération. Puis à la Il ne cherche pas le target, quand il fait le target link library. Non. Et si ce n'est pas une target, il va assumer que c'est une librairie statique puis il va ajouter -L à la fin des arguments du compilateur. Donc, c'est mieux d'être une cible. Il y a une syntaxe qui force à ce que ça soit une cible quand tu importes une librairie. On va le voir plus tard, ça. Mais oui, dans le fond, le CMake il va assigner les propriétés puis voir si c'est une cible ou non à l'étape de génération. Puis ça se fait après qu'il ait fait exécuter tout le script. Donc, il le voit. Ouais. Oui? Y a une raison pour laquelle, à place de mettre mis private interface, tu n'as pas mis public? Oui, dans le fond, souvent, on ne veut pas répéter les prérequis deux fois. Donc, il y a le mot-clé public qui dit qu'on va assigner ces propriétés-là à la fois pour soi-même et pour ceux qui nous utilisent, qui utilisent la cible Allo dans ce cas-là.
Donc, exemple qu'on aurait des prérequis de plus qui s'ajoutent. On n'aura pas besoin de changer le fichier qui contient exec. Les propriétés vont être transitivement appliquées à chacune. Fait qu'exemple qu'on a la librairie A, B et C, puis A ajouterait un prérequis de plus, B va avoir le prérequis ajouté, mais C aussi. Donc, ça se transmet, si on peut dire, récursivement vers toute la chaîne de dépendance. Donc, comment que... Là, je vous ai montré Target Include Directory, mais il y en a d'autres aussi. Même un nouveau que c'est Target Link Option qui a été ajouté en CMake 3.14, qui m'a déjà été utile en fait. Mais oui, c'est ça, il y en a d'autres. Il y a Target Compile Definition, que c'est pour ajouter des macros qui seraient un prérequis pour pouvoir utiliser une librairie ou même une macro qu'on veut définir durant le build. Compile Feature, ça c'est pour dire souvent quel standard qu'on utilise dans le projet ou quel standard qui est requis pour pouvoir utiliser une certaine librairie. Puis Compile Option, ça c'est pour ajouter des options supplémentaires. Mais parlant d'options supplémentaires, souvent, ce qu'on passe à Compile Option, ça serait des flags de compilation, mais CMake nous donne beaucoup de propriétés qui sont prédéfinies, qui vont changer comment c'est compilé. Puis souvent, ça, c'est ce qu'on pourrait voir dans des flags, souvent, comme Position Independent Code. Souvent, c'est un flag qu'on passe au compilateur pour le faire. Mais quand on utilise la propriété sur la cible, CMake va s'assurer que quand tu fais des liens, les cibles restent compatibles entre eux autres, comme par exemple pour transmettre Position Independent Code aux dépendances. Mais aussi, c'est indépendant du compilateur. Fait que, exemple, qu'on utilise MSVC, il ne va pas commencer à nous crier après parce qu'on y a envoyé -fpic. Parce que CMake sait comment mettre les bons flags selon quel compilateur qu'on utilise. Puis la syntaxe pour... c'est un peu petit, mais la syntaxe pour mettre des propriétés supplémentaires, c'est comme ça. Puis en fait, avant d'ajouter un flag qui serait fixe, je vous inviterai à aller lire la documentation sur les properties, parce qu'il y a beaucoup de choses utiles, puis j'en trouve encore aujourd'hui. Il y a un bonhomme baboune sur ce slide-là. Ça, si vous voyez ça, c'est presque immédiatement une perte de temps parce que dès que vous allez vouloir utiliser une librairie qui définit ses propriétés à l'aide de ça, il faut répéter les prérequis automatiquement. Donc ça, c'est l'ancienne méthode, si vous voulez. Ça, quand vous voyez ça, c'est le bon moment pour créer un billet pour dire ne plus utiliser les commandes sur les répertoires. Donc, après avoir vu comment faire des liens entre des librairies définies par notre projet, comment qu'on ferait pour se lier à des projets externes? En fait, se lier à un projet externe, ça ressemble beaucoup à se lier à nos propres librairies qu'on fait dans notre projet. Il faut mettre les bons include directories, il faut mettre... faut se lier aux librairies statiques ou dynamiques, être certain d'utiliser le bon standard, puis d'autres. En fait, une librairie peut avoir quand même une grande quantité de prérequis qu'on peut être chanceux que ça marche ou qu'on peut être malchanceux, on ne sait pas pourquoi, il n'y a rien qui fonctionne. Ce qu'on peut faire pour représenter ce lien-là entre nos librairies et les librairies externes, c'est qu'on peut se servir d'une cible qu'on dit comme étant importée. Et qu'est-ce que c'est? C'est une librairie qui est pas c'est une librairie souvent qu'on ajoute, mais qui n'est pas compilée par notre projet, qu'on dit ceci est une librairie importée, et on y assigne les propriétés d'interface. Donc, dans ce cas-là,
on ajoute la librairie CPP Locate, qu'on dit comme étant importée. On y donne l'emplacement où est-ce qu'on l'importe. Comme ça, c'est la librairie, le binaire statique. Et on lui donne les propriétés d'interface, comme l'include directory, compile definition, link option, tout ça. Mais là, puis ouais, ensuite, on fait notre lien. Mais je vous montre ça, mais j'espère que vous n'allez pas écrire ça. On ne veut pas répéter toutes les prérequis, toutes les librairies externes qu'on veut utiliser. C'est pour ça que CMake nous donne la commande find package. Et ça, c'est la commande pour trouver un projet externe. Puis, contrairement à des mythes qui circulent, find package peut trouver des librairies vraiment partout sur l'ordi, pas juste ceux qui sont installés globalement. Et ça s'utilise comme ça. On appelle find package. Et tout à coup, pouf, on a des cibles importées, puis on fait juste se lier vers. Puis en fait, ce que je vous avais dit tantôt, quand une cible contient 2 points, CMake le sait pour certain que ce n'est pas une librairie statique qu'on démontre là, à cause de la syntaxe 2 points qui ne serait pas valide. Donc, si CPP Locate n'existe pas pour une raison X, ça va faire une erreur immédiatement. À la place de seulement continuer et rater plus tard, ce qu'on ne voudrait pas. Mais oui, on fait juste appeler find package et magiquement, on peut utiliser notre librairie si elle est bien installée. Comment marche la magie? Comment marche la magie? Ah, la magie, bon, je m'en reviens à ça. Donc, oui, find package peut trouver pas juste ceux qui sont globales, comme je vous ai dit tantôt. Il peut trouver n'importe quelle librairie installée sur le poste. Par exemple, dans le dossier de l'utilisateur, même un sous-dossier de votre projet. Ça peut être, je ne sais pas, un chemin dans Racine qu'on dénoterait comme étant l'emplacement où est-ce qu'on met toutes nos librairies externes. Puis aussi, quelque chose que je trouve, moi, très important, c'est que ça peut trouver des librairies qui ne sont pas installées du tout, qui sont juste, par exemple, téléchargées, compilées. Puis on peut dire l'emplacement des sources et de l'endroit où est-ce qu'on l'a compilé, puis il va être capable d'importer les cibles dedans. Ce qui est quand même assez pratique quand on développe plusieurs projets à la fois qui s'utilisent entre eux autres. Et comment, oui, c'est ça. Comment la magie se passe? Comment on trouve les projets externes? De base, CMake utilise des préfixes path. J'en ai mis quelques-uns en exemple. Par défaut, il va aller chercher dans /usr local. Puis si vous êtes sur Windows, il va même chercher dans les programmes files, voir si des librairies ont été installées là. Et on peut aussi ajouter nos propres préfixes path. Comme par exemple, on peut ajouter aux arguments de ligne de commande un préfixe path additionnel, mais dans le script CMake lui-même, on peut aussi en spécifier d'autres. Et CMake va chercher spécifiquement pour un fichier que c'est le nom du paquet -config.cmake. Il peut trouver aussi si on peut remplacer le tiret et le C par un C majuscule, ça va fonctionner aussi. Mais il va chercher pour un fichier qui a ce nom-là en particulier. Puis il y a des règles assez spécifiques pour comment il va aller les chercher. Là, j'ai mis les règles là, mais c'est plus à titre de documentation quand vous allez aller voir les diapositives chez vous. Mais j'ai mis, pour ceux qui ne veulent pas lire ça, j'ai mis des exemples de où est-ce qu'il va trouver les fichiers config. Donc, c'est assez libre dedans la structure de dossier. Oui? Tu parles de la signature config de find package, il y a aussi l'autre signature find le nom du package. Oui. Ça, c'est considéré comme du vieux CMake ou Oui et non. Tu en as besoin si tes dépendances utilisent du vieux CMake. Je vais expliquer un peu qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là. C'est assez complexe d'écrire les fichiers find comme ça, mais il y a des façons de le faire, puis il existe des tutoriels en ligne. Donc, dans le fond, le config est mieux que
le config, il est généré par CMake lui-même. Exemple, que tu télécharges une librairie et que tu la compiles, et que cette librairie-là exporte ses cibles, il va avoir un fichier config généré qui va être par la suite installé, qu'on peut utiliser avec d'autres projets. Et ouais, aussi CMake a des packs qui sont spécifiques à Unix pour pouvoir supporter les structures de dossiers qu'on est familier avec dessus. Puis aussi, il y a des règles qui sont spécifiques à Windows pour s'adapter aussi à la structure qui est dans le programme file. Donc, oui. C'est du code généré par CMake qui... plus ou moins, honnêtement. Mais c'est très, très rare qu'on a besoin de l'ouvrir. Puis c'est sûr qu'on peut l'écrire à la main aussi, ce fichier-là. Puis ben, si vous l'écrivez à la main, il ne devrait pas avoir beaucoup de problèmes de lisibilité si tout se passe bien. Oui, ouais, normalement, on ne devrait pas avoir à l'ouvrir tant que ça. Ça contient surtout des add library pour des cibles qui sont écrits comme imported, un peu ce que j'avais écrit à la slide d'avant. Ouais, il y a aussi une propriété vraiment intéressante avec Find Package, c'est qu'on peut spécifier des versions d'un paquet. Comme par exemple, je pourrais dire, je veux NoMan.json version 2.1. Puis ce qui est le fun aussi avec ça, c'est que si j'ai la 2.2 d'installer, il va la déterminer comme étant compatible. Et ça, en fait, c'est la librairie elle-même qui choisit c'est quoi ce principe-là de compatibilité. Exemple que je vais demander par la suite la version 3.5, ben, il pourra voir que la version majeure elle a changé. Donc, il va dire « Ah non, c'est pas compatible », puis il va refuser d'utiliser la librairie qui est installée, puis même il peut essayer d'en trouver d'autres. Aller voir « Ah, est-ce que j'ai un autre NoMan.json qui serait dans un autre préfixe, par exemple ?» Puis il va prendre... il va en trouver plusieurs, puis prendre la version qui est la plus proche de ce qu'on demande ou la plus récente, selon l'option qu'on lui donne. Puis, dans certains cas aussi, c'est pratique de pouvoir spécifier une version en particulier. Puis, on a l'option aussi pour que si on a absolument besoin de la 3.7 parce que la 3.8 a une régression importante, ben, on peut le représenter dans le projet en disant on veut cette version-là en particulier. Et oui, c'est ça que j'avais dit, la notion de compatibilité, c'est déterminé par la librairie. Comme il y a des librairies qui pourraient dire qu'on n'est aucunement compatible avec aucune version. Et la logique de Find Package va être ajustée selon ce que la librairie spécifie. Ah oui, ça, cette logique-là de vérification de version, c'est trouvé avec un fichier qui se trouve à côté du fichier config. Il y a juste config-version.cmake à la place. Certains projets ne l'exportent pas, ce qui est des fois moins pratique, mais quand ils l'exportent, c'est le fun de pouvoir s'assurer que les bonnes versions sont utilisées. Parce qu'on peut imaginer, par exemple, qu'une distribution de Linux a une version ancienne de la librairie qui est installée, puis que nous autres, on veut utiliser la nouvelle, bien, il va être capable de voir que l'ancienne n'est pas compatible, puis donner une erreur si on n'a pas la nouvelle disponible, par exemple. Et oui, Find Package, comme là, la version, c'est juste une option que je vous ai montrée, puis en fait, il y en a vraiment beaucoup. On peut vraiment étendre comment il va chercher des paquets et comment il va ordonner, par exemple, les versions ou même comment il va chercher les librairies. Puis récemment, la documentation s'est beaucoup améliorée et elle vaut la peine d'aller lire si vous avez des défis avec Find Package. Et oui, ça. Quand on a un préfixe path qui est bien configuré, que nos chemins sont bien spécifiés, CMake va pouvoir trouver d'autres projets CMake assez bien, puis ça devient assez facile d'utiliser des librairies qui viennent d'ailleurs.
Donc, ouais, c'est ça, c'est tout. La présentation est finie? Non. Non. Non, non. C'est plus compliqué que ça, malheureusement. Comme j'ai dit plusieurs fois, le fichier config, c'est généré par CMake. Et ça ne se génère pas tout seul. La librairie qui est compilée à l'aide de CMake doit explicitement exporter ses cibles. Si elle n'écrit pas les commandes pour le faire, ils ne seront pas exportés. Et Find Package ne trouvera pas la librairie. Et quand ça arrive, on est obligé d'écrire un fichier find xyz.cmake. Et ça, c'est trop complexe pour juste le présenter comme ça. Donc, je vais vous inviter à lire ce merveilleux blog-là. Il explique vraiment en détail comment écrire des fichiers find ou même il explique CMake moderne en général. Donc, je l'ai trouvé assez pertinente, cet article-là. Donc, si on récapitule, un projet CMake, ça ressemble à quoi en gros? Un projet CMake qui utilise des dépendances externes. On va avoir les commandes qui sont obligatoires, comme la commande minimum required et celle fortement recommandée, la commande project. On ajoute nos cibles. On trouve nos dépendances avec cette commande-là. On représente nos liens. Et c'est ça. Après ça, on a nos logiques qui sont vraiment plus spécifiques, comme des générateurs, des propriétés spéciales et d'autres. Et si on est une bonne personne, on exporte nos cibles. Et devrais-tu avoir autre chose? J'avais dit tantôt qu'il fallait bien configurer notre préfixe path, mais imagine qu'on a beaucoup de librairies. Ou bien qu'on passe tout ça en ligne de commande, ou bien qu'on remplit nos fichiers CMake de plein de chemins différents. C'est pour ça qu'il y a une méthode que j'ai trouvée assez intéressante, que c'est utilisée par les package managers en général. Il faut un moyen, dans le fond, pour que Find Package fonctionne comme il faut, et ça se fait avec, j'ai donné un nom bidon, mais je l'ai appelé, exemple, packageinfo.cmake. C'est un fichier CMake qui contient juste les informations pour que Find Package fonctionne comme il faut. Comme par exemple, on a plein d'options pour Boost, pour changer comment il va être trouvé. On ajoute des modules path, on ajoute un préfixe path, tout ce qu'on a besoin pour que Find Package fonctionne bien, fonctionne bien quand on va compiler notre projet. Et en fait, même, on peut dire à CMake, quand j'appelle la fonction project, inclut ce fichier-là automatiquement. Fait que si on le veut, on peut séparer complètement toute la configuration de chemin et de toutes les options qu'on pourrait imaginer. On le sépare complètement du projet, du projet CMake, il peut résider ailleurs. Puis même, ce qui est le fun, c'est qu'on peut même en avoir, plusieurs. Je pourrais imaginer que certains ordis sont un peu spéciaux et demandent une configuration spéciale. Bien, cette configuration-là, on peut le mettre dans un autre fichier comme ça, qui serait alternatif, par exemple. Et si on regarde le petit exemple de tantôt, on ne le voit pas beaucoup, mais quand on appelle project, le include va s'appeler tout seul aussi. C'est sûr que si vous avez un fichier qui serait bien d'avoir par défaut, on peut l'inclure aussi par défaut. Mais si vous ne voulez vraiment pas coupler votre projet à tous les chemins des librairies, on peut garder le projet tout simplement comme ça, puis passer par argument d'injecter notre fichier de configuration quand project est appelé. Et, oui, ça c'est ce que j'ai dit tantôt. On pourrait avoir plusieurs configurations qu'on peut interchanger facilement avec juste une petite option en ligne de commande. Ça va jusqu'à l'instant? Oui? Donc,
Tout ça, ça mène à la place des package managers. Puis en fait, la place des package managers, c'est partout sauf dans votre configuration CMake. Toute votre configuration de votre projet, si on utilise une structure comme je l'ai présentée, en fait, le package manager ne devrait pas se retrouver là-dedans. Il devrait se retrouver en fait dans le fichier séparé qui configure l'emplacement des paquets. Puis en fait, le travail d'un package manager, selon moi, ça devrait être de seulement télécharger les paquets puis les installer, puis ensuite générer le fichier de configuration qui se trouve à côté du projet, qu'on inclut après ça avec la ligne de commande ou qu'on inclut automatiquement ou peu importe en fait. Et certains gestionnaires de paquets peuvent combiner ces deux tâches-là ensemble. Il peut combiner, par exemple, rouler CMake avec télécharger et compiler les paquets. Mais je trouve quand même que c'est important d'avoir vraiment un exécutable qui est à côté, un exécutable qu'on peut exécuter pour faire la gestion des paquets, en ajouter, en enlever ou en supprimer, peu importe. Oui, puis selon moi aussi, il devrait y avoir quelques prérequis pour un package manager qui fonctionne bien. Premier point, c'est que si une librairie système qui fonctionne et qui est la bonne version, je vois aucune raison pourquoi du jour au lendemain, ça ne marcherait plus. En ce moment, je fais find package d'une librairie qui est installée globalement sur mon poste et ça fonctionne. Et je ne vois pas pourquoi ajouter un package manager ferait en sorte que ce point-là ne marche plus. Un qui est peut-être un peu plus facultatif, c'est je trouve ça bien aussi de pouvoir partager des paquets, pouvoir les partager entre plusieurs projets. Parce que je peux imaginer un projet qui a beaucoup de dépendances ou que les dépendances sont lourdes. Les avoir plusieurs fois, bien, ça peut prendre du temps à compiler puis ça peut prendre de l'espace de disque. Dans le fond, ça peut réduire notre temps d'itération et notre efficacité. Oui? Le premier point est problématique. Oui? Dans notre compagnie, nous sommes obligés de passer par un système totalement hermétique pour toute la construction de notre système parce qu'on a eu tellement de problèmes avec le fait que les différentes machines soient légèrement différentes et les versions des bibliothèques et autres dépendances externes soient légèrement différentes. Et quand quelqu'un disait, voilà, ça marche en machine, mais ça ne marche pas en machine. Finalement, on s'est dit le fait que ce ne soit pas identiquement reproduisible est tout simplement insupportable et on est obligé de passer par totalement béton. Dans ce cas-là, je crois que Find Package donne déjà des options pour limiter où est-ce qu'il va trouver les paquets. Donc, ça serait de se servir de ces options-là. Puis, en fait, le Package Manager, je crois que tout Package Manager sensible peut donner l'option d'ignorer les librairies qui sont sur un poste aussi. Je le dis, ça ne devrait pas tout à coup ne plus marcher, mais aussi, si il ne fallait pas que ça marche, ça ne devrait pas... Ça devrait être possible. C'est ça, ça devrait... Ça ne devrait pas dire que c'est obligatoire. Exactement. Ça n'enlève pas les autres options. Ouais. Oui? Mais quand le package, il y a une option de variable qui s'appelle no system path, quelque chose de genre. Exactement. Oui. Oui, puis no system path, en fait, ça ne va pas enlever non plus les préfixes path qu'on y donne de façon additionnelle. Fait qu'on peut dire ignore tous les chemins système, mais tous les chemins qu'on va ajouter par la suite ne seront pas ignorés. Ça c'est en fait très pratique pour un package manager. Oui, et mes deux derniers points. Trouver des librairies non installées, ça c'était important pour moi parce que je travaillais sur plusieurs projets qui dépendaient entre eux autres, puis je ne voulais pas toujours jouer avec installer le projet, puis des fois même oublier de l'installer ou peu importe le genre d'accident qui pourrait arriver. Donc, je voulais avoir les deux projets côte à côte et qui s'utilisent entre eux autres, sans avoir besoin de passer par une installation. Donc, j'aimerais, pour un package manager, avoir
l'option, pas obligatoire, mais avoir l'option de le faire, c'était un prérequis assez important pour moi. Et ça, c'est un autre que j'ai pas eu le problème, mais je peux imaginer que ça pourrait le devenir assez vite si on a des dépendances qu'on utilise d'autres, c'est le problème du diamant. Si deux de tes dépendances n'utilisent un autre et que les deux dépendances ne spécifient pas les mêmes versions, qui spécifient des versions qui ne sont pas compatibles entre eux autres, là, ça devient un problème. Puis si le package manager ne détecte pas ça, ben, ça va juste faire des erreurs plus tard, ce qu'on ne veut pas en fait. Donc, ouais, ma preuve de concept, elle ne le détecte pas encore, c'est non trivial, mais pour un package manager robuste, selon moi, il devrait le détecter automatiquement puis donner des options pour mitiger le problème. Une analogie que j'aime bien. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont utilisé un Dependency Injection Container, de l'injection de dépendance? Ah. Bien, comme un framework d'injection de dépendance va automatiser l'instanciation de tout ce qu'on dépend et automatiser le câblage aussi, bien, un package manager, lui, il va automatiser et il va télécharger et compiler les dépendances, un peu comme instancier les classes qu'on dépend. Puis il va aussi automatiser le câblage. Il va créer notre fichier de configuration pour que Find Package fonctionne comme il faut. Fait que moi, je vois ça un petit peu comme un équivalent, mais à un niveau de plus, si on veut. Et comme un framework d'injection de dépendance, bien, un gestionnaire de paquets, c'est optionnel, mais ça peut sauver du temps. Donc, je suis rendu à la petite preuve de concept de gestionnaire de paquets et aussi des outils qui existent dans CMake pour faire cette gestion-là de paquets. Oui, un petit peu d'histoire. Pourquoi j'ai créé cette preuve de concept-là de gestionnaire de paquets? On avait un nouveau projet, c'était mon projet de fin d'études à l'ETS. J'étais avec 4 autres personnes qui étaient plus ou moins débutants en C++, mais ne connaissaient pas beaucoup de choses en gestion de paquets. Donc, c'était pas trop possible de commencer à leur demander de mettre à jour des librairies, de les installer, etc. Comme j'ai dit tantôt, moi, je développais un framework et le projet. Donc, je faisais les deux. Et mes coéquipiers étaient surtout sur le projet en tant que tel. Selon moi, ça devait être transparent que moi, je développais un framework. Parce qu'en fait, le framework, c'est seulement une dépendance du projet. Donc, moi, je voulais que ça soit vraiment simple de mon côté. Je développe le framework, je fais git push, et c'est tout. Et de leur côté, seulement faire la commande pour mettre à jour les paquets devait être assez pour mettre à jour le framework et prendre les changements que j'avais. Dans le temps qu'on avait fait ça, les package managers comme VC Package ou Kona n'étaient pas encore avancés où c'était non trivial de faire ce genre de configuration-là qui changeait de poste en poste. Donc, j'ai pris la décision de faire un petit package manager en CMake qui me permettait d'avoir le même workflow que j'avais avant, mais aussi de permettre que ce soit simple pour ceux qui utilisaient le projet. Donc, quel outil j'ai utilisé dans CMake pour vérifier qu'un package existe? Dans mon cas, en fait, dans CMake, c'est pas très compliqué. On a juste à créer un fichier CMake qui appelle project et minimum required et surtout qui appelle find package. Et si le package est trouvé, ben, on peut imprimer en message l'emplacement qui a été trouvé. On imprime aussi un sourire parce qu'on aime ça quand un package est trouvé. Et s'il n'est pas trouvé, ben, on peut même imprimer les quelques trouvés, mais considérés comme étant incompatibles, et même les versions qui n'ont pas
comme étant compatible. Puis on fait une fatale erreur avec une baboune parce que le package n'est pas trouvé. Oui? Ça, c'est toutes les variables qui sont générées? Oui, ça, en fait, les variables qu'on voit là, ben, si on substitue le nom du paquet, ça, c'est toutes des variables qui sont prédéfinies quand on appelle find package. Il y a quelques années, c'était pas très documenté, surtout cette partie-là ici, mais c'est devenu assez clair maintenant. Et ensuite, on a juste à exécuter CMake avec les bons préfixes path. Et si on obtient le nom du paquet comme retour, ben, on peut assumer que le paquet existe sur l'ordi et qu'il peut être utilisé. Puis en fait, je me suis laissé on ne le voit pas beaucoup, mais je me suis laissé de l'espace un peu sur le côté. Parce qu'en fait, ça, ces deux morceaux-là, je peux facilement imaginer ça, que ce soit dans un script Python, un script Bash, ou même dans un script CMake. Dans mon cas, le package manager a été fait en CMake, puis comment vérifier qu'un paquet existe? Bien, j'ai juste à générer ce fichier-là et dire à CMake de s'exécuter lui-même avec ça. Et comme ça, on peut, de façon programmatique, trouver si un paquet existe ou non et savoir il est où, en fait. Ensuite, un petit argument vraiment pratique. Install prefix. Ça permet de changer c'est où qu'une librairie va être installée. Fait que si, exemple, qu'on veut faire un package manager, bien, c'est facile. On a juste à dire installe-le dans ce dossier-là, où est-ce que toutes les dépendances y sont. Puis ensuite, quand on a spécifié un chemin d'installation, bien, c'est vraiment facile. On a juste aussi à s'en souvenir puis l'ajouter dedans les préfixes path. On met exactement le même path entre les deux, puis le paquet peut être retrouvé après une deuxième exécution. Oui, ça, c'est un exemple de moi, comment j'avais fait ma recette pour compiler les paquets. Je demandais à CMake de s'appeler lui-même dans le projet avec un chemin d'installation. Puis ensuite, je lui disais de faire build et install. Puis en fait, ça, c'est vraiment utile ici. --build. Parce que, comme j'ai dit tantôt, CMake, c'est un méta-build system. C'est pas lui qui va compiler vraiment le projet. Mais CMake connaît comment les build systems qu'il génère fonctionnent. Donc, on peut lui demander d'exécuter le build system qui a été généré pour compiler nos librairies. Et ça, une chose qui est vraiment utile si on fait de la gestion de paquets, c'est de sauvegarder un artefact qui dit quelles librairies sont installées. Ça peut être, par exemple, le numéro de révision Git du paquet qu'on a installé. Parce que si, pour une raison quelconque, la compilation rate ou l'installation ne fonctionne pas, on peut faire une assertion, vérifier est-ce que la librairie qu'on a en ce moment, est-ce que c'est celle qu'on a installée avant. Puis ça, c'est quelque chose qui avait frappé assez souvent pendant mon projet, que la compilation ratait, puis qu'après ça, le package manager pensait que tout est beau, il trouve la librairie, ouais, mais c'est pas la bonne qui est installée. Puis ensuite, quand on connaît les préfixes path qu'il nous faut, quand on connaît tout où qui est installé, bien, on peut se générer une configuration. Donc ça, je peux imaginer que c'est notre package info, comme je l'ai dit tantôt, qui ajoute les préfixes path qu'on s'est servi. Et aussi, on peut imaginer qu'on a des profils différents, comme debug, release ou release with debinfo, ou même debug avec sanitizer, par exemple. Les paquets, il faut qu'ils soient compilés pour chacune de ces configurations-là, parce que juste sur Windows, par exemple, une librairie en debug ne peut pas être liée avec une librairie qui est en release. C'est pas compatible. Donc, c'est important de pouvoir avoir plusieurs racines où est-ce que nos paquets sont installés. Puis, on peut faire ça avec les fichiers différents, comme je l'avais parlé tantôt. Puis, oui, on peut changer facilement pour release. On change le préfixe path, on change l'argument qu'on passe à CMake aussi. On s'est rendu à la démo.
Donc, oups. Donc, j'ai ici un petit projet CMake. On voit dedans, il n'est pas très compliqué. On fait les commandes obligatoires, on ajoute une librairie, on s'en va chercher les librairies qu'on a besoin pour ce projet-là. On fait nos liens, qu'ils soient publics ou private, et c'est tout. Et j'ai aussi, oui, la librairie que là, j'ai juste mis des include dedans parce que, juste pour montrer que ça fonctionne. Puis on a aussi le fichier de configuration pour le package manager, que c'est un petit JSON qui contient où aller chercher les librairies, quelles options donner, c'est quoi les versions qu'on a besoin et c'est quoi le nom de chacun de ces paquets-là. Puis peut-être même quelques options. Comme lui, j'ai mis Ignore Version parce qu'il n'exporte pas la version installée. Donc, pas le choix de ne pas spécifier la version. Mais, donc, essentiellement, la configuration ressemble à ça. Donc, je vais me servir du package manager pour générer le fichier qui configure le projet, le fichier qu'on va inclure tout seul. Donc, ça va se faire comme ça. On appelle la commande setup, puis on peut spécifier des arguments CMake additionnels, comme un préfixe path, par exemple. Puis je dirais que c'est égal à... j'ai appelé ce dossier-là comment? Oui, dev. On a une librairie, par exemple, déjà installée. Bon, on peut spécifier le chemin. En fait, ça, c'est une librairie, excusez, pas installée, qui est juste côte à côte. Donc, si on regarde ce qui se passe ici, on a un dossier Subgen PKG module qui a été ajouté, qui contient à l'intérieur notre profil qu'on vient de créer. Donc, ensuite, j'appelle le même utilitaire pour lui dire « Installe les librairies qui me manquent ». Et... Oh, on n'a pas Internet. Ah, ben. Ça va... Ça va pas très bien avec... ouais. Prendre mon téléphone. Si quelqu'un peut lui mettre un réseau en tethering. Ouais, peut-être. Ah, ça, c'est les dangers avec les démonstrations live. Ouais. SM quelque chose. Oh, SM- oui, c'est ici. Le mot de passe, c'est patate, mais les T, ils sont doublés. Ah, OK, ouais, pour avoir assez de lettres. Ouais. OK, je comprends. Oui. Donc, on va réessayer, mais on peut voir, tout de même, on peut voir que Kangaroo a été trouvé parce que je l'ai mis le chemin de la librairie dans nos préfixes path. Ah, ça va mieux, il clone. Donc, ça va chercher les librairies qu'on a besoin. Commence par les cloner. Moi, j'ai forcé Git pour l'instant. Va les configurer, les compiler, puis il va ensuite les installer aussi. Et je vais juste mettre ça en haut encore. Exemple qu'on installe une deuxième fois pour être sûr. On va trouver nos 3 librairies. Donc, ils ont déjà été téléchargés, compilés et mis à un endroit connu. Ensuite, je m'en vais dans le dossier build de notre projet. Je vais faire la commande CMake, mais avec l'argument que j'avais parlé durant la présentation. Donc, l'argument, c'est project include. La variable qui dit quel fichier inclure quand on appelle la fonction project. Et donc, dans mon cas, non. Ça va être ça ici, puis on va importer notre profil, que c'est default profile.
Et déjà là, on a un indice. Si elle a été capable de générer et faire nos fichiers, les build files, en fait, c'est qu'elle a été capable de trouver nos librairies. Puis on a juste rendu là à faire make. Puis là, il me dit des warnings parce que j'ai défini aucun symbole, là, mais elle a été compilée. Donc, merci. Ça, c'était mon backup si on n'avait pas Internet. Mais backup ne marche pas non plus. Donc, en rétrospective, CMake fait déjà beaucoup. Juste la petite preuve de concept de Package Manager, incluant le parser de JSON en CMake, qui fait tout juste 1000 lignes. Donc, c'est pas énorme. C'est quand même significatif, mais c'est pas gigantesque. CMake implémente déjà beaucoup. On peut vérifier les versions, trouver des packages, toutes sortes d'endroits, les compiler, installer, etc. Aussi, oui, avoir un gestionnaire de paquets, c'est optionnel. Puis en fait, toute la communauté de C++ le prouve. Il n'y en a pas beaucoup qui utilisent des gestionnaires de paquets encore. Malheureusement. Ça va peut-être changer dans le futur, j'espère. Mais oui, en avoir un peut nous sauver beaucoup de temps. Parce que passer des heures à télécharger et compiler des dépendances, ça peut prendre des heures. Et une chose que j'ai appris en faisant la preuve de concept et le projet, c'est que beaucoup de librairies ne vont pas exporter leurs cibles, ne vont pas les exporter de la bonne façon. Et c'est arrivé souvent même qu'il y avait des librairies qui n'étaient juste pas compilées avec CMake. Il a fallu que je fasse des wrappers autour des librairies que je puisse les utiliser avec mon gestionnaire de paquets. Et ça, ça peut quand même quelque chose qui bloque si on utilise principalement CMake pour faire autant de la configuration de notre projet, mais aussi un gestionnaire de paquets. Donc, c'est tout. Merci beaucoup. Donc, oui. Est-ce que quand tu as fait Subgin, c'est ça? Oui, Subgin PKG. Tu connaissais External Project Add? Puis si oui, pourquoi tu l'as pas pris à place? J'ai pas pris External Project Add, premièrement parce qu'il fallait que je le mette dedans les configurations du projet. J'aurais peut-être pu le mettre dedans le fichier séparé. Mais on avait déjà beaucoup de librairies qui étaient système, puis surtout, c'est que si moi je développais le framework et le projet qui utilise le framework, et que moi était vraiment côte à côte et s'utilise entre eux autres, sans que j'aie besoin de l'installer ou de le télécharger, peu importe, et que tous mes coéquipiers, eux autres, ça devait être transparent puis ça le télécharge tout seul, bien, ça devient quand même plus compliqué de faire ça avec External Project. J'aurais pu utiliser External Project pour le package manager lui-même, mais ça devenait assez compliqué quand j'essayais de faire qu'il mette à jour les branches automatiquement. Que ça, c'était aussi un feature que j'avais besoin. Moi, j'allais mettre à jour constamment le framework. Et, tu sais que ça download de GitHub, oui. right? Puis en fait, je pense que ça peut même télécharger des projets qui sont en SVN ou d'autres, ouais. Mais c'est ça, c'est notre setup un peu spécial qui changeait de poste en poste, qui demandait ça. Je suis curieux si tu as des critiques de External Project. Parce que moi, c'est ce que j'utilise. OK. Puis si jamais tu as comme une opinion là-dessus. Bien, moi, la grosse chose que j'aurais à dire, c'est que ça mélange toute notre logique de build avec la logique de télécharger des paquets. Sauf si, bien sûr, tu mets toutes tes External Project Add dans un fichier séparé. Mais là, ça, c'est un autre chose. Mais je crois que ça peut être utile comme outil, surtout si tu n'utilises pas un package manager intégré. Ouais, aussi, ouais, bien, ouais. Comme moi, j'ai détourné un peu le problème parce que j'ai mis la recette à la fois fixe dans mon package manager, puis aussi
j'ai mis des options dedans le fichier JSON pour pouvoir changer un peu cette recette-là. Fait que j'ai contourné un peu le problème. Mais si on veut vraiment un bon package manager solide, il devrait pouvoir télécharger des nouvelles recettes qui viennent d'ailleurs. Et ça, c'est non trivial. Oui? Du coup, il y a d'autres modalités dans le cas où nos paquets ou nos dépendances sont écrits sur des autres langages, sur plusieurs langages. En fait, ça revient au même problème d'avoir... oh, salut! Ça revient au même problème d'avoir une recette fixe. Si la recette peut être changée, supporter d'autres langages devient assez facile parce que j'imaginerais, par exemple, facilement une recette qui appelle npm pour faire npm install pour télécharger pour configurer un projet en JavaScript, par exemple. Mais ça revient à avoir des recettes spécifiques à certains paquets et aussi avoir les bons find packages pour ces nouveaux projets-là qui sont dans d'autres langages. Mais oui, selon moi, un package manager devrait pouvoir supporter plusieurs langages si on veut vraiment. Ah oui, oui, c'est vrai, CMake supporte déjà plusieurs langages. Mais dans ce cas-là, peut-être que ma petite recette fixe devrait marcher pour compiler du D ou du Java, si les projets D ou Java sont faits en CMake. Il faut chercher des compositeurs spécifiques et les intégrer. Ça nous demande ici. Mais Visual Studio, c'est... Ah, ça, en fait, pour avoir des compilateurs différents et des choses comme ça, ça se fait avec ce qu'on appelle le toolchain file, que c'est un fichier spécial que tu peux dire à CMake d'utiliser qui va spécifier sont où les compilateurs et c'est quoi les chemins racines qui sont possibles d'être utilisés. Puis en fait, dans le cadre d'Antidote Web, j'ai dû écrire un fichier CMake qui compilait un projet C++ en WebAssembly. Et ça se faisait justement avec un toolchain file. Puis le projet CMake n'était pas très différent de n'importe quel autre projet CMake. C'est juste le toolchain qui changeait dans ce cas-là. D'accord. En ce temps, j'imagine que CMake supporte FDS, hein? Supporte FDS, je ne sais pas si... F-Sharp. Ah, ouais, F-Sharp. Sûrement, je n'ai pas regardé ça spécifiquement, mais peut-être. En fait, oui, c'est vrai, il supporte Fortran CMake. Je crois que c'est un des seuls build systems qui supporte Fortran avec leur module aussi. Ouais. Mais les anciennités comme FoxPro, en fait, sont assez comptées, j'imagine. C'est assez évident. En fait, ouais, ben, ça ne devrait pas être tant un problème. Puis, dans le pire des cas, si vraiment il n'y a rien qui fonctionne, même si le projet CMake, tu n'arrives pas à l'utiliser, ben, dans ce cas-là, tu as toujours Find Package pour. Tu as toujours Find Package qui va pouvoir. Excuse-moi, pas Find Package, mais Find Package avec un fichier find xxx.cmake. Ben là, tu peux lier même des projets qui ne feraient pas de sens à ce qui exporte des targets CMake. Comme il y en a un, par exemple, que c'est find Python ou find Git même, que ça va trouver Git ou ça va trouver l'exécutable Python. Donc, ce n'est pas vraiment des cibles qu'on trouve dans CMake, mais c'est des choses quand même qui viennent de l'externe qu'on veut pouvoir utiliser. Donc, on peut représenter des choses même qui sont un peu plus exotiques que juste des librairies C++. Ouais. Oui. Tantôt, en répondant, je pense, à la question, Oui. tu as parlé de parser du JSON en CMake. Oui. C'était ça que Subgen dégagé fait. Oui. C'est un exécutable. C'est quoi exactement Subgen? Oui, j'avoue, j'ai pas été clair là-dessus. C'est ma preuve de concept de package manager qui a été programmé entièrement en CMake. C'est un fichier CMake de 1000 lignes qui a fait ce qu'on a vu tantôt. Subgen, en gros, c'est quoi un exécutable qui fait une coller CMake sur le... Ben, en fait, c'est un script bash qui appelle CMake sur le script CMake.
C'est vraiment... Ouais, c'est ça. Oui? Pourquoi? C'était pas ça le point, mais comme toute la présentation, le pourquoi. Ben, à vrai dire, j'ai fait vraiment attention pour pas utiliser des choses comme external project parce que, en fait, de la façon dont je l'ai implémenté, même si c'est fait entièrement en CMake, y compris le parser de JSON, je pourrais facilement le réimplémenter en C++ si je voudrais. Puis, ça serait le but. Python ou... Parce que ça complète. Surtout Python, c'est. À la fois, ça ajoute de la complexité dans un build. Parce que là, tu commences à avoir besoin de plusieurs langages juste pour compiler du C++. Ce que j'aimerais éviter. Et aussi, c'est facile d'ajouter beaucoup de logique côté Python. Et ça complexifie quand même un setup parce que moi, je voulais créer le script du package manager. Avant, c'était un script bash que j'avais. Puis, c'est pas une bonne idée. J'ai dit, je vais le réimplémenter dans un langage de script que j'ai déjà dans le projet. Puis, c'était CMake dans ce cas-là. Mais j'aimerais prendre le temps à un moment donné pour le réimplémenter comme il faut en C++, puis avoir un vrai parser de JSON et puis être vraiment plus multiplateforme que je suis en ce moment. Parce que je suis compatible sur presque toutes les plateformes. En fait, sur Windows, Linux et Mac. Mais il y a encore des petites différences ou des petits accrochages qui arrivent souvent. J'ai un autre point aussi sur Oui. l'écrire en Python. En général, quand ton build server, tu commences à avoir besoin genre, de 10 langages pour builder un projet. C'est pas super, faut t'installes plein d'affaires à chaque fois dans le build server. Ça rajoute du temps de Oui. Peut-être une suggestion. J'avais la question de Francis tout à l'heure par rapport à c'est quoi qu'on invoque exactement. Ah oui, j'espère que j'ai été assez clair sur celle-là. Ben, justement, mais ce que je trouvais intéressant, c'est que tu pourrais peut-être essayer que plutôt que d'avoir un script bash dans ce pseudo-binaire-là, tu pourrais peut-être essayer carrément de dire, ben non, ben c'est CMake l'interpréteur pour le script qui s'en vient, puis que ton fichier lui-même soit directement ton subject dégagé. J'ai fait ça au départ. Mais le problème, c'est quand je suis arrivé sur Windows, que je ne savais pas si... Ouais, c'est souvent ça le problème, malheureusement. Mais non, en fait, le problème, c'est que CMake n'était pas dans un path qui était connu nécessairement. Il peut être installé par Visual Studio ou il peut être installé par l'installateur de CMake. Puis il peut être dans le path ou non. Et moi, ce que j'ai fait dans le petit script bash, c'est que j'ai une variable qui est ou bien un string vide ou bien un chemin. Puis l'installateur Windows va mettre le chemin à la bonne place, que ce soit dedans l'installation du Visual Studio, le CMake qui vient dedans tout seul, ou CMake qui est installé à côté. Ça, c'est un point qui était important quand j'avais aidé mes coéquipiers à set up leur poste, c'est que il y avait juste besoin d'installer Visual Studio et le Package Manager. Il n'y avait pas besoin d'installer un autre CMake en plus. Puis c'est pour ça que j'ai fait un tout petit wrapper en bash. Que j'aimerais ça avoir un wrapper dans différents, peut-être en batch ou parce que je peux imaginer que quelqu'un voudrait ne pas l'utiliser dedans Git bash spécifiquement. Et c'est sûr que si j'ai un exécutable, un vrai exécutable compilé, ben là, c'est plus un problème. Là. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup.